L'invité de TV5 Monde, un invité exceptionnel, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, est avec nous. Nous sommes ici dans la salle du président de l'Assemblée nationale, au cœur du Parlement québécois, à l'occasion de la 17e rencontre alternée entre vous, Monsieur le Premier ministre français, et Pauline Marois, la Première ministre du Québec. Auparavant, vous étiez rendu à Ottawa, vous avez rencontré les autorités canadiennes. Quel est le sens finalement de la relation que l'on qualifie de particulière de la France avec le Québec ? C'est une relation qui est une relation liée à notre histoire, à notre langue, à notre culture, et à laquelle la France est particulièrement attachée. Le Québec aussi, et j'ai pu m'en rendre compte, parce que l'accueil ici est particulièrement chaleureux. Je dois dire que la Première ministre Pauline Marois, dont j'ai fait la connaissance en octobre, qui a rencontré le président de la République François Hollande, porte ce partenariat et cet échange de grande valeur et de grande qualité, avec beaucoup d'enthousiasme également. Donc ça veut dire que on peut dire que la relation privilégiée, exceptionnelle entre le Québec et la France va connaître un nouvel élan. Ce matin, par exemple, nous avons rencontré des jeunes qui participent à des projets dans le cadre de l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui fête ses 45 ans. Alors, on a dit rencontre triangulaire entre le Canada et le Québec. Est-ce que finalement, ces deux relations distinctes, au cœur d'un même pays qui est le Canada, mais comment on gère cela finalement au plan diplomatique ? Vous savez, ça fait 30 ans que ces relations existent. Pas des relations triangulaires, il y a des relations de confiance avec le Canada et puis des relations tout à fait spécifiques, originales, liées à l'histoire avec le Québec. Et nous sommes très respectueux de la diversité du Québec, respectueux aussi de la diversité du Canada. Et tout ça nous permet d'avancer très concrètement, en confiance. Je vais prendre un exemple. Il y a actuellement une négociation très importante sur le plan économique entre l'Union européenne et le Canada, qui est la perspective d'un accord de libre-échange. Ce n'est pas la France qui négocie directement, c'est l'Union européenne. Mais nous avons notre mot à dire, nous avons des intérêts à défendre, et le Québec n'est pas non plus le négociateur. Oui. Mais en même temps, le Québec est très attaché, comme la France, par exemple, à ce que dans ce futur accord, qui j'espère bien aboutira pour relancer encore plus la croissance, la création d'emplois, que la culture, la diversité culturelle sera exclue de cet accord, sera protégée. Oui. Et c'est un des points communs que nous avons ensemble et qui nous donne donc une attitude particulière de vigilance dans cette négociation. Et même le fromage, Monsieur le Premier ministre. Oui, il y a le fromage. Québec est le deuxième producteur de fromage dans cet accord-là. Non, mais c'est intéressant de voir que dans une négociation de cette nature, il y a une volonté très forte du Canada, mais aussi des provinces canadiennes, dont le Québec, bien entendu, d'aller dans cette direction de plus d'échanges, mais avec des règles du jeu. Il faut qu'il y ait une vraie réciprocité. Vous parliez là, et ce n'est pas qu'une anecdote du fromage, la France est aussi un pays producteur de fromage. Il y a toutes les questions agricoles qui sont dans cette négociation, il y a les questions de propriété intellectuelle qui sont dans cette négociation, et donc si cette négociation aboutit, elle sera nécessairement équilibrée, et il y aura une règle de base, c'est très important, c'est la réciprocité. Avant vous, il y avait un Premier ministre et un président qui s'appelait Nicolas Sarkozy qui avait dit être souverainiste, c'est cultiver la haine de l'autre. Cela avait été très fraîchement ressenti par les Québécois, qui avaient cru comprendre que la fameuse théorie du ni ingérence, ni indifférence était terminée. Vous avez dit c'est un nouveau départ aujourd'hui. Ça veut dire que la France renoue avec la politique de ni indifférence, ni ingérence. Ni ingérence, c'est la ligne de conduite de la France. Je crois qu'elle convient parfaitement. Elle satisfait tout le monde. Elle respecte justement le Canada, cet État fédéral, ce grand pays avec lequel nous avons des relations de confiance. Vous voyez par exemple en ce moment le soutien du Canada à l'intervention militaire française au Mali, et pas seulement un soutien politique, mais aussi un soutien logistique, avec la mise à disposition d'un avion, le C-17, pour transporter des troupes et aussi du matériel. Donc, et puis, il y a cette relation particulière qui dure depuis 30 ans, au-delà des sensibilités politiques et qui nous voulons cultiver. Si je dis nouvel élan, c'est parce qu'il est important aussi que la société civile soit davantage concernée encore. J'ai parlé de la jeunesse, mais j'aurais pu vous parler des entreprises, je vous aurais pu vous parler de nos universités, des échanges entre universités et l'accueil d'étudiants dans chacun de nos pays. C'est une sorte de continuité, Monsieur le Premier ministre. Non, parce qu'il faut reconnaissance des qualifications professionnelles. Ah, mais c'est ça avait été entamé par. C'est pas fini. Oui. C'est pas fini.
Vous avez encore des chantiers, notamment sur la reconnaissance des équivalences professionnelles. Il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer ici, qui trouvent du travail et qui correspondent aussi à des besoins, mais parfois il y a des difficultés pour s'installer parce qu'il y a encore un certain nombre de problèmes juridiques à régler. Mais vous savez, nous avons nous-mêmes eu en France, il y a quelque temps, ça c'était avant l'arrivée de François Hollande à la présidence de la République, une circulaire qui limitait l'accueil des étudiants étrangers. Je trouve que c'est une méthode absurde. Je crois que nous avons tout intérêt, au contraire, à être accueillants, accueillir des étudiants comme le Canada, le Québec accueillent des étudiants. Vous savez, nous sommes à l'heure de la mondialisation. Se replier sur soi, ne pas échanger, ne pas découvrir d'autres pays, rencontrer d'autres personnes et bâtir ensemble de nouveaux projets, je crois que ça serait vraiment une vision étriquée du monde. Mais en même temps, nous avons besoin de règles du jeu. Nous avons vu les conséquences de la crise financière où, avec les subprimes, le profit, avec de l'argent facile, conduisait à la crise économique et avec des millions de personnes sans emploi ou qui tombent dans la précarité. Donc, je crois qu'un monde organisé, un monde régulé, c'est pas contre la mondialisation, mais je dirais que c'est ce qui peut lui donner, au contraire, son véritable sens. Et quelle est la position de la France, Monsieur le Premier ministre, à l'égard de la revendication souverainiste, indépendantiste, affichée de Madame Marois aujourd'hui? Écoutez, ni ingérence ni indifférence, ça veut dire qu'il faut respecter la vie démocratique de nos pays partenaires, et je n'aurai pas d'autre mot que celui-là, parce que je crois que c'est la seule voie de la raison. Oui. Vous avez parlé il y a quelques instants de cet accord entre l'Union européenne et le Canada, et donc de la nécessité évidemment de préserver notamment les intérêts du Québec. Vous espérez une augmentation des échanges, vous avez dit, de l'ordre de 20%. Il faut dire qu'aujourd'hui, 25%, oui, c'est possible. La France n'est que dans un rang très élevé, au 19e rang des investisseurs canadiens et au 8e rang des partenaires commerciaux du Canada. Ça veut dire que finalement, on est très loin. Nous sommes les premiers au Québec, mais il y a un potentiel très important dans les autres provinces du Canada. Et je crois que le Canada est un très grand pays, un pays dynamique et puis qui a des perspectives de développement très importantes. Je pense par exemple dans les infrastructures, mais aussi dans les services, mais aussi dans d'autres secteurs les plus divers, notamment dans les biotechnologies, dans la santé. Et pour ça, il faut des règles du jeu qui permettent d'avancer. C'est l'enjeu de cette négociation. Ça peut être qu'une négociation qui aboutisse à un accord, encore une fois, équilibré, gagnant-gagnant. C'est pour ça que la France est particulièrement vigilante aux conditions qui permettront de conclure cet accord, mais que nous souhaitons. Oui, ça veut dire une France plus attractive. Il y a 200 000 entreprises étrangères installées en France. Vous souhaitez que ça augmente, évidemment. Oui, mais est-ce que vous savez, parce que je crois qu'on ne le sait pas assez, que la France est le premier pays pour les investissements étrangers en Europe? Et on ne sait pas. Et donc ça veut dire que la France a des atouts. Elle a des atouts parce qu'elle a un haut niveau d'innovation, elle a une main-d'œuvre de qualité, elle a des infrastructures qui sont appréciées. Je crois qu'il faut arrêter de s'auto-flageller, de diminuer ce que nous sommes. Simplement, il y a encore des efforts à faire pour que nous soyons plus performants, plus efficaces, et notamment, c'est tout l'enjeu de la politique de redressement que je conduis avec mon gouvernement. Redressement des comptes publics, mais aussi redressement de notre appareil productif, de notre outil de formation, de notre outil de recherche, pour que la France soit plus forte, mais elle ne sera plus forte, et j'insiste, que si elle est plus juste. Parce que vous savez, il y a aujourd'hui trop d'inégalités, il y a trop de difficultés, et c'est d'ailleurs pour ça que je veux continuer à encourager le dialogue et la démocratie sociale dans notre pays. Vous avez vu, plusieurs accords ont été signés, notamment sur la sécurisation des parcours professionnels. Eh bien, c'est comme ça que la France s'en sortira. Elle s'en sortira en étant courageuse, pour les dirigeants politiques, en disant la vérité sur la situation du pays, c'est-à-dire ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut transformer, ce qu'il faut réformer, sans perdre ce que nous sommes, sans renier nos valeurs et notre identité, et notamment l'attachement que nous avons à l'idéal républicain et la vision sociale et solidaire de la construction du pays. C'est ce que j'appelle le nouveau modèle français. Mais ça veut dire qu'il faut avancer. On a vu le débat il y a encore quelques jours sur la question des ordonnances pour que les lois soient votées. Écoutez, franchement, je trouve que quand on prend un peu de distance et qu'on voit que la politique tombe, je dirais, dans le petit débat médiocre, je veux dire que ce n'est pas à la hauteur des circonstances. De quoi s'agit-il ? Il s'agit sur un point très spécifique, qui est celui de la simplification de nos réglementations, de nos normes, qui paralysent souvent l'initiative, qui retardent la mise en œuvre de projets. C'est en particulier vrai pour le logement. Eh bien, il faut corriger ça.
Et il faut simplifier. Il y a plusieurs rapports qui ont été commandés. La simplification des normes et des règlements, ça fait des années et des années qu'on en parle. Moi, je veux le faire. Et si nous voulons le faire, ce n'est pas en procédant par la voie classique, législative, qui prendrait des années. Et c'est pourquoi, sur un sujet, je dirais, de nature technique, utiliser la procédure exceptionnelle de l'ordonnance me paraît tout à fait adapté pour aller vite et avoir des résultats et redonner encore plus de dynamique et donc, au fond, au bout, plus de croissance et donc plus d'emplois. Et ça restera exceptionnel et vous êtes en harmonie avec le président de la République sur cette question, évidemment. Écoutez, d'autant plus en harmonie que qui prépare les ordonnances? C'est Matignon. Donc, vous voyez, je ne vois pas... Parfois, je répète, quand on prend de la distance, et l'occasion d'un voyage, c'est fait pour ça aussi, on se dit que la politique française, sous certains aspects, a un petit côté, je dirais, café du commerce. Évitons cette médiocrité et allons à l'essentiel. C'est là-dessus que les Français nous attendent. Des accords ici, vous l'avez dit, en matière de jeunesse, de mobilité, de sécurité sociale, de recherche de coopération dans notamment le changement climatique. Donc tous ces enjeux sont des enjeux d'avenir. Et l'image de la France aujourd'hui, vous avez parlé d'une sorte de modèle français. C'est une image que vous voulez, entre guillemets, vendre. Je veux d'abord dire que la France est en train d'engager un vaste chantier de redressement, des réformes en profondeur et qui ne sont pas toujours assez connues. Et donc, je suis venu ici, dans toutes mes interventions, que ce soit à la capitale, que ce soit à Toronto, que ce soit aussi à Montréal et même à Québec, j'adresse le même message à nos partenaires, mais aussi à la communauté française que je rencontre à chaque fois. La France est en train de se redresser et la France engage des réformes en profondeur, ça ne se sait pas, et c'est de nature à redonner confiance pour qu'on regarde davantage vers la France, qui peut être un pays où on va venir investir, où on va venir travailler et où on va venir aussi en tant que touriste. La France est un grand pays, une grande nation, et ce que je veux dire ici, c'est un message de confiance dans l'avenir de la France, mais aussi dans l'avenir de l'Europe. Oui. Parce que souvent on me dit, mais alors, la zone euro, est-ce que l'euro va subsister? Eh bien, je réponds que nous avons pris des décisions courageuses, que l'euro est en train de se stabiliser, que l'union monétaire est en train de se mettre en marche, c'est en train de repartir. Il faut surtout continuer, pas baisser les bras. Oui. Vous avez parlé de coopération militaire ici au Canada, puisqu'évidemment le Canada était l'un des premiers à répondre pour le Mali. Certains ont dit que c'était des moyens limités. Est-ce que vous pensez que, par exemple, le Canada pourrait vous accompagner dans le cas où le Conseil de sécurité voterait le maintien d'une force de paix au Mali après l'opération Serval? Nous ne demandons pas davantage. Je veux dire que cette attitude du Canada était exceptionnelle. Sans attendre, juste après la décision du président de la République d'intervenir au Mali pour arrêter la progression extrêmement rapide des forces terroristes qui cheminaient vers Mopti, puis la capitale, Bamako. Si on avait laissé faire, aujourd'hui, le Mali tout entier serait un sanctuaire terroriste. Et donc nous avons pris des décisions courageuses, mais qui ont été comprises comme telles par nos alliés, dont le Canada. Oui. Et le Canada a très vite mis à la disposition de la France un avion de transport de troupes et de matériel. Eh bien, cette aide nous a énormément aidés. Elle a aidé à acheminer nos troupes dans des délais extrêmement rapides parce qu'il y avait en effet urgence à agir. Et donc, je suis particulièrement reconnaissant et j'ai exprimé ma gratitude au nom de la France au Premier ministre du Canada, mais aussi à la Première ministre du Québec, parce que le Québec a très vite aussi approuvé cette intervention. Oui. Et la France parle d'une seule voix. Il y a une véritable unité nationale sur cette question. Est-ce que vous n'avez pas été choqué lorsque l'ancien président Sarkozy a dit qu'est-ce qu'on va faire au Mali, etc. Est-ce que ça n'affaiblit pas la position de la France à l'étranger? Je ne veux pas polémiquer là-dessus, parce que ce sont des propos qui ont été rapportés. Paraît-il, propos de table. Ont-ils été vraiment tenus? Et si l'ancien président de la République a quelque chose à dire, qu'il le dise ouvertement. Je crois que dans ces circonstances où nos soldats sont engagés, déjà 4 d'entre eux sont morts à côté de leurs frères d'armes africains, je crois que la solidarité nationale, surtout quand on est d'accord sur les objectifs, et c'est, je crois, le cas de l'immense majorité des forces politiques françaises, je crois qu'il faut qu'on soit tous solidaires. Oui. Et là, l'opposition est montée encore au créneau contre une initiative internationale de la France concernant la Syrie et l'idée peut-être qu'avec la Grande-Bretagne, on pourrait armer la rébellion. On est 2 ans après le début de cette révolte en Syrie. Là encore, il n'y a pas une unité nationale. Vous avez entendu les critiques qui disent la France veut se passer de l'Europe, on prend des risques humanitaires. Mais on n'en est pas là. On en est où exactement ? On en est à une tragédie qui n'en finit pas, d'un peuple qui est en train de se faire assassiner par le régime de Bachar el-Assad. On dit 70 000 morts, mais en fait c'est peut-être 100 000.
avec des réfugiés partout. Est-ce que cette situation est acceptable pour le pays qui défend les droits de l'homme? Alors, est-ce que ça veut dire une intervention militaire et est-ce que ça veut dire vente d'armes? Nous n'en sommes pas là. Simplement, nous interpellons la communauté internationale. D'abord, nos partenaires européens. Et quand on demande la levée de l'embargo, c'est aussi pour créer les conditions politiques d'une sortie politique de la crise syrienne. L'Europe peut vous entendre au mois de mai et finalement lever cet embargo? Vous croyez que l'Europe et les pays européens peuvent être indifférents à ce qui se passe en Syrie? En tout cas, ce que nous souhaitons, la France en a pris l'initiative, c'est que des discussions politiques aient lieu entre des personnalités représentant ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en dehors de Bachar el-Assad, et que ces discussions puissent avoir lieu avec les autres forces, les autres pays partenaires, y compris la Russie, y compris la Chine, les États-Unis bien sûr, le Canada, mais l'Europe, dont la France. Ça, c'est notre volonté. Sortie politique. Et c'est pour ça que nous avons reconnu le Conseil national syrien, et nous voulons ensuite, une fois le régime de Bachar el-Assad tombé, que se construise aussi un pays stable et qui inscrive son développement dans le respect de principes démocratiques et notamment, c'est très important, le respect des minorités, notamment les minorités religieuses. Mais comment garantir que ces armes ne vont pas un jour se retourner contre nous ou tomber aux mains d'islamistes? C'est ce que certains disent. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant et pas se lancer dans des aventures. Certains se sont parfois lancés dans des aventures. Nous avançons de façon... Vous voulez parler de la Libye, par exemple? On a pu accuser... Non, mais nous avons soutenu, j'étais dans l'opposition, l'intervention en Libye. Encore une fois, je ne cherche pas à polémiquer. Je dis que ces questions sont toujours extrêmement difficiles. Là, aujourd'hui, la France a pris une décision qui est extrêmement courageuse, qui est grave, qui est l'intervention au Mali. Il fallait le faire, mais ce n'est jamais facile. Maintenant, il faut réussir une autre étape. Une fois que les foyers terroristes auront été réduits, et le travail reste encore à faire, et il est dangereux pour nos forces militaires. Nous avons aussi des compatriotes qui sont détenus en otage. Mais il faut que la transition politique réussisse. Il faut que le Mali retrouve pleinement son intégrité et que les élections qui sont prévues par la feuille de route adoptée par l'Assemblée nationale malienne aient lieu en juillet, élections présidentielles, élections législatives. Et puis il y a un autre volet, c'est que la France, l'Europe, qui sont prêts, mais aussi la communauté internationale, aident le Mali, mais aussi les autres pays de cette région à se développer parce qu'il n'y aura pas de sécurité durable sans développement. Oui, mais encore un mot simplement sur la Syrie. 70 000 morts 2 ans après aujourd'hui, donc 1 million de réfugiés. C'est un constat d'échec de la communauté internationale. Vous vous dites rien ne serait pire que de ne rien faire. D'abord, c'est le constat de la responsabilité énorme du dirigeant de ce pays, M. Bachar el-Assad, qui assassine son peuple. Et je pense que c'est ça qu'il faut d'abord rappeler avant de dire la responsabilité des autres. Et donc la responsabilité politique, c'est de continuer à dénoncer. Et l'appel de la France à ses partenaires européens, en demandant la levée de l'embargo, c'est aussi un appel aux autres partenaires. C'est un appel non seulement aux États-Unis et au Canada, puisque je les évoquais, mais c'est un appel aussi à la Russie, et aussi à la Chine. Alors allons-nous nous donner les moyens politiques pour sortir de cette crise? C'est la question de la responsabilité. Je dirais une responsabilité morale, mais qui était aussi liée à la suite, c'est-à-dire comment on va recréer les conditions d'une sécurité durable dans cette région. Monsieur le Premier ministre, la semaine prochaine, c'est la semaine de la francophonie. On est ici au cœur de la francophonie au Québec. Il y aura la journée de la francophonie le 20 mars avec un forum des femmes francophones et beaucoup de Québécois et de Québécoises surtout à Paris. Vous dites ici finalement la francophonie c'est un combat identitaire pour le Québec. Ça reste un combat identitaire pour la France. Mais c'est un combat aussi pour les valeurs que porte la francophonie. Une question m'a été posée à ce sujet. Le dernier sommet de la francophonie a eu lieu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le président Hollande s'y est rendu. Mais il a adressé un message très clair. C'est que la francophonie, c'est aussi le respect des droits de l'homme. C'est le respect du droit d'égalité aussi entre les femmes et les hommes. C'est aussi la démocratie politique. Et c'est aussi le développement. Et donc pour nous, la francophonie, c'est une identité qui porte des valeurs et qui lui donne tout son sens. Et c'est ce combat que nous voulons continuer à mener avec tous ceux qui le souhaitent. Et effectivement, vous avez parlé de ce forum des femmes dans le cadre de la francophonie qui aura lieu à Paris. Et je peux vous dire que les femmes qui viendront seront porteuses de ces messages. Ce sont des femmes souvent qui ont été discriminées et des femmes qui ont des valeurs à défendre, des messages d'espoir à porter. Et je crois que c'est important que la francophonie nous contribue justement à porter ces messages.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Et le lendemain, il y aura à Nantes les rencontres France-Acadie. Nantes, Absolument. une ville que vous connaissez bien. Oui, absolument. Nous étions ravis d'être avec vous Merci ici beaucoup. dans cette salle du président de l'Assemblée nationale qui nous accueillait, qui vous accueillait ici donc au Québec. À l'issue de votre visite au Canada, Monsieur le Premier ministre, nous étions sur TV5 Monde et sur TV5 Québec Canada avec toutes les équipes de Radio-Canada. Merci d'avoir participé à cette émission exceptionnelle. Merci.